Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les Good News en compagnie de William Maghrebi, psychologue, clinicienne, interculturelle et présidente de l'association Femmes en scène qui nous parlera d'ateliers psycho-art. Pour le bien-être, je vous embarquerai dans une méditation que j'ai intitulée « La symphonie des cœurs brisés » pour ceux qui vivent un deuil et qui n'arrivent pas à lâcher prise. Pour la culture, Mohamed Benchir, ingénieur et calligraphe, nous parlera de calligraphie arabe. On l'a rencontré lors d'un événement à Saint-Denis, Maroc, France. Et dans l'instant coaching, Maktar Kamara, spécialiste des politiques publiques responsables de médiation sociale, et président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble, nous parlera et nous donnera surtout des astuces pour motiver les jeunes des banlieues à croire en leur potentiel. Bonjour à tous les deux, bonjour Maktar Kamara. Bonjour Inda, bonjour William. Bonjour. Bonjour William. Bonjour. Alors William, aujourd'hui, il faut le savoir, elle est venue avec son fan club. Plein de femmes, on les entend là. Ah voilà, j'aime ça, cette chaleur humaine, cette bonne humeur. Et franchement, c'est un plaisir de vous accueillir tous les deux. Donc, on va commencer l'émission Tout en couleurs par vous, William. Donc, c'est les Good News. Et oui, les Good News. Notre invité, William Maghrebi, psychologue, clinicienne interculturelle et présidente de l'association Femmes en scène. Donc, aujourd'hui, vous parlez justement de cette association Femmes en scène. Mais avant de parler de l'association, j'aimerais connaître votre parcours. On aimerait connaître votre parcours personnel. Alors, je suis psychologue clinicienne depuis bientôt 15 ans. Je me suis spécialisée en interculturalité parce que très tôt au cours de ma vie, mais aussi tout au long de mes études et dès le début de ma carrière professionnelle, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas vraiment accompagner une personne dans sa globalité, dans son entièreté, si on ne tenait pas compte aussi de son identité culturelle. On ne pouvait pas faire abstraction de qui elle est également dans ses croyances, dans ses traditions, dans le fait qu'elle soit un enfant de migrant ou en situation d'immigration. Donc très tôt, j'ai été sensible à cette question-là d'accueillir l'autre aussi dans sa différence. J'ai également, tout au long de ma vie, été passionnée de théâtre, de comédie. Malheureusement, cette passion-là a été un petit peu frustrée, j'en reparlerai peut-être, même si aujourd'hui, j'y reviens. Ouais. Donc d'abord psychologue, mais aussi comédienne dans l'âme. Je sais que vous êtes en formation là. Absolument, j'ai la chance d'être en formation au Cours Florent, qui est une école de théâtre très réputée. Ouais. J'ai eu la chance d'intégrer cette année cette école et j'en suis très très fière. Alors donc aujourd'hui vous venez dans les Good News pour nous parler de cette association Femmes en scène. Déjà pourquoi ce titre ? Alors, juste avant de répondre à votre question, je ne suis pas venue avec mon fan club, c'est moi qui suis fan de ces femmes, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes. Depuis 15 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont un objectif commun qui est celui de se révéler, de se dépasser, de grandir à l'intérieur d'eux, mais aussi avec les autres. Et je me suis très vite rendu compte que le théâtre était un outil, un moyen vraiment très puissant pour accompagner ces personnes dans la connaissance d'elles-mêmes et dans une meilleure interaction avec les autres. Pourquoi Femmes en scène ? Tout simplement parce que c'est une association qui a été créée et qui existe à Épinay-sur-Seine. Et on a voulu, j'ai voulu faire ce petit jeu de mots de femmes en scène en lien avec Épinay-sur-Seine, mais aussi pour parler de la scène et pour parler du fait d'être saine à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'est triple en fait. Donc voilà pourquoi Femmes en scène. Jeu de mots. On va dire que là, vraiment... Et oui, être une femme saine et l'être à travers la scène. Alors, les objectifs de cette association, c'est surtout donner la possibilité à ces femmes de s'exprimer, de libérer, puisqu'on parle de psycho-art. Exactement. On s'est très tôt rendu compte, déjà avec Aristote qui parlait de la catharsis, on s'est très tôt rendu compte que la scène, le théâtre, c'était un espace
thérapeutique. Quand le théâtre a immergé dans la Grèce antique, c'était un moyen pour les Grecs de dire à travers des personnages tous les maux de la société. Les personnages portaient en eux les conflits et le mal en fait qui existait dans cette société, et ils le mettaient en scène. Le fait de se reconnaître également par identification quand on va assister à une pièce de théâtre, quand on regarde un film aujourd'hui, le fait de s'identifier à un personnage qui dit à notre place ce qu'on n'est pas capable de dire, qui a le courage, la force de faire ce qu'on n'est pas capable de faire, eh bien c'est incroyablement thérapeutique. Donc l'intérêt de ces ateliers, c'est vraiment de permettre à ces femmes déjà d'être plus en accord avec elles-mêmes dans leur corps, parce que le corps c'est quand même un espace de communication, 90% de notre communication elle est non verbale, mais aussi à travers leur voix, puisque la voix c'est quand même l'outil numéro 1 pour l'expression des émotions, pour apprendre à s'affirmer, à interagir avec les autres, pour être mieux avec l'autre, pour mieux donner et mieux recevoir également. Donc, on parle d'art-thérapie dans le sens où ça aide vraiment les femmes à grandir à l'intérieur d'elles et avec les autres. Et évidemment, il y a aussi l'aspect, pour certaines, l'aspect thérapeutique, puisque ça permet aussi de rejouer les scènes traumatiques. Ça me fait penser aux constellations familiales. Un peu. J'avais assisté à ça, ces ateliers de constellation familiale où on voit la personne jouer son propre rôle. Exactement. Et c'est ça, en fait, le pouvoir de cet art, puisque c'est de l'art thérapeutique, c'est vraiment de prendre conscience. C'est comme, par exemple, une personne violente, elle va dire « non, je ne suis pas violente », mais si on la filme et qu'elle regarde, eh bien, il y a la prise de conscience. Ça, c'est important, bien sûr, et c'est ça qui est important, justement, de prendre conscience de nos propres faiblesses pour les transcender en force. Parce qu'il est là, le côté thérapeutique, il est de faire en sorte de voir ces traumas, de voir ces faiblesses comme, au contraire, une énergie qu'on doit transcender. Je pense que c'est ce que vous faites à travers le théâtre. Et honnêtement, vraiment, là, je vous parle en toute sincérité. Je vous disais que j'ai intégré les cours Florent, et forcément, les élèves qui sont avec moi sont des professionnels dans le sens où ils ont déjà fait du théâtre. On a eu un concours d'entrée, on n'y entre pas comme ça facilement. Donc, c'est toutes des personnes qui ont de grandes capacités. J'ai été très vite surprise avec les femmes de l'association. J'ai très vite été surprise lorsque je les ai vues au plateau, lorsque je les ai vues jouer. Elles n'ont peut-être pas fait les cours de théâtre tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, pas qu'en France, dans le monde. Et pourtant, c'est des comédiennes, elles ont un don toutes, parce qu'elles ont une capacité à se connecter à leurs émotions, à donner en fait leurs émotions, parce que c'est ça, être comédien, c'est réussir à transmettre, à véhiculer à l'autre nos émotions et créer des émotions chez l'autre. Et elles sont très innocentes. En fait, elles ont pas conscience de leur don, de leur talent et de la richesse qu'il y a en elles. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de leur faire prendre conscience à quel point elles sont belles, à quel point elles sont fortes, à quel point elles sont capables, et de transposer à l'extérieur, dans la vie réelle, ce que moi je vois avec mon petit regard dans les ateliers. Votre grand regard. On voit cette motivation, cette passion de la présidente de l'association Femmes en scène. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, votre passion, vous la transmettez. Et moi, le mot qui sort lorsque je vous entends parler de ces femmes, c'est résilience. Ouais. C'est le mot qui sort. Ouais. Réussir à dépasser ses douleurs, réussir à dépasser ses traumas, réussir à se servir de tout ce courage, toute cette détermination dont elles ont fait preuve pour être plus fortes et pour se dépasser et aller là où d'autres auraient peur d'aller. C'est des femmes résilientes, elles sont en chemin en tout cas, elles sont sur le chemin de la résilience, effectivement. J'ai vu pas mal de vidéos que vous m'avez envoyées de ces merveilleuses femmes, et c'est vrai que on voit beaucoup de sincérité. J'ai des vidéos qui m'ont touchée énormément, dont le témoignage qui est passé d'ailleurs pour le cancer, Octobre Rose. Il y a d'autres témoignages qui m'ont vraiment touchée parce qu'on voit la profondeur et l'innocence et surtout l'humilité. C'est ce que j'aime énormément, cette humilité à transmettre et à se mettre à nu parce que c'est pas facile. Se mettre devant une caméra, c'est tout un art. Et à la fois, il faut accepter de s'aimer tel qu'on est et surtout d'accepter le regard de l'autre.
Absolument. Et ça, c'est important parce qu'on a souvent peur du regard de l'autre. Surtout quand le regard de l'autre a été un regard traumatique, C'est ça. surtout quand le regard a été malveillant, maltraitant. Réussir à se détacher de ce regard de l'autre avec lequel certaines ont grandi et se donner à elles-mêmes un autre regard. C'est devenir de bonnes mères pour elles-mêmes, de bonnes amies pour elles-mêmes. C'est indispensable pour leur estime d'elles-mêmes et pour l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes. Mais justement, le théâtre, dans les cours classiques, a pour objectif de vous apprendre la sincérité, de feindre la sincérité, quand ces femmes le sont sans qu'elles aient besoin justement de tous ces cours. Bon, on va dire, elles sont toutes autodidactes. Ah, elles sont brillantes. C'est ça, je suis très fière d'elles. On voit que la présidente est très fière. Donc c'est vrai que cette association, elle est venue comment, cette idée de la créer? Bon, je sais que vous êtes passionnée du théâtre, passionnée de la transmission, on vous voit sur les réseaux, on vous voit un peu partout dans d'autres médias. Mais vraiment, quel a été le déclic pour créer cette association Femmes en scène? J'anime depuis plusieurs années des ateliers, mais de psychothérapie. Et je pense que c'est quelque chose qui a grandi en moi depuis toujours. Mais le déclic, il est venu d'un échange avec une des participantes de mes ateliers de psychothérapie. J'ai eu envie, en fait, de rendre vraiment accessible le théâtre à toutes les femmes. Et puis alors, bon, moi je suis un petit peu, comment dire, une guerrière, une combattante dans l'âme. J'aime bien casser les murs et dépasser les barrières. L'impossible devient possible, quoi. Ouais, voilà. Je pense que tout est possible. Et la première barrière que j'ai dépassée, ça a été dans le fait d'intégrer les cours Florent. Ouais. Je m'en cache pas, parce que l'école ne s'en cache pas. Je suis la première femme voilée à intégrer cette école. Et donc, en prenant des cours là-bas, je me disais, c'est dingue, ça ne doit pas être réservé à une élite, ça ne doit pas être que pour certaines personnes. L'art, le théâtre devrait être accessible à toutes. Et le premier combat, il est déjà avec nous-mêmes et même avec notre communauté. Parce que moi, ce qui a fait que pendant des années, je n'ai pas fait de théâtre alors que ça a toujours été ma passion, c'est malheureusement ces fausses croyances, ces préjugés que l'on peut avoir dans la communauté arabo-berbéro-musulmane par rapport au théâtre, notamment le fait que ce soit interdit, que ce soit illicite, etc. Donc, dépasser tous ces freins et accompagner des femmes pour qu'elles parviennent elles aussi à les dépasser, ces freins. Non, le théâtre, ce n'est pas haram. Non, jouer à être une autre, ce n'est pas haram. Non, il n'y a rien de mal. Au contraire, ça permet de grandir, ça permet d'être mieux avec soi, d'être vraiment mieux avec les autres. Et donc voilà, c'est ce déclic-là, où le fait d'être dans un endroit où j'étais étrangère, je me suis dit que ça ne devait pas, qu'il fallait que ça s'arrête. Oui, il est temps justement de pouvoir mettre en place ce que l'on est réellement et d'aller justement à travers ces fausses croyances, de les déprogrammer pour réellement dire non. Le plus important, c'est, on le sait très bien, de toute façon, c'est même par exemple dans l'islam, c'est de ne pas associer. Et là, en l'occurrence, aller vers la thérapie, comme on nous apprend d'aller vers les autres sciences qui nous amènent réellement à une ouverture de l'âme, puisque le premier mot c'est Ikra. Et en plus, c'est la Fatiha. La Fatiha, c'est l'ouverture vers le monde. Et c'est vrai que malheureusement, on vit beaucoup dans des fausses croyances. Et aujourd'hui, le fait de vous entendre parler de ça, c'est important parce que si on est aujourd'hui dans cette émission Tout en couleur, c'est prendre l'humanité dans toutes ses dimensions, dans toute cette chance que l'on a, tous ces savoirs, toutes ces sciences, tout ce qui nous amène à être nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, à être les plus humbles, mais aussi les plus heureux. Et pour être heureux, il faut déprogrammer tout ce qui nous emprisonne dans un monde qui n'est pas réellement ce qu'on doit être. Et je pense que c'est ça. Et c'est vrai que ces ateliers psycho-art sont très importants parce qu'ils mettent en valeur et donne la chance à des femmes merveilleuses d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est ça, et vraiment leur ouvrir des espaces auxquels elles n'auraient pas spontanément, naturellement eu accès, notamment en assistant à des émissions de télé. D'ailleurs, voilà. Faut dire que, mesdames, je vous le dis en direct, William Maghrebi m'a appelé en insistant « Est-ce que je pourrais amener avec moi les femmes, certaines femmes ?» Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci, c'est un bonheur. »
Vous savez, ces émissions-là, elles sont là pour vous, elles sont là pour ceux qui nous regardent. Et c'est un réel bonheur de pouvoir réaliser des rêves. Et je pense que William Maghrebi, sa mission, c'est aussi ça, réaliser des rêves. On est en chemin. Hein? On est en chemin. Et bien justement, là, ce qu'on va faire, on va passer à la rubrique bien-être. Et je vais vous embarquer dans une méditation intitulée « La symphonie des cœurs brisés ». Et c'est pour tous ceux qui vivent ou qui ont vécu des deuils et qui n'arrivent pas à lâcher prise, parce qu'on a eu une période très difficile. Avec le Covid, il y a eu énormément de parents, d'enfants, de voisins qui sont partis. Et justement, voilà, je dédie cette symphonie des cœurs brisés à vous tous. On va regarder ensemble. Voyageons ensemble dans les profondeurs de nos cœurs. Reconnectons-nous à l'amour inconditionnel et laissons pénétrer à l'intérieur de chacune de nos cellules, de nos mémoires les plus profondes, la lumière transcendantale. Vous qui souffrez de la perte d'un être cher, vous qui avez l'impression que la terre tout entière s'est arrêtée, mais en réalité, l'être aimé est parti dans un monde merveilleux, entouré d'anges et d'êtres de lumière. Vous avez envie de crier, de pleurer, de vous isoler? Eh bien, faites-le. Et ensuite, reprenez goût à la vie. Maintenant, fermez les yeux. Inspirez profondément et expirez lentement. Faites cela plusieurs fois. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. En inspirant, vous laissez entrer en vous la vie. Et en expirant, vous laissez sortir toutes vos mémoires négatives, les personnelles, les transgénérationnelles, les énergies anxiogènes, les fausses croyances et l'auto-sabotage. Ressentez. Ressentez cette énergie merveilleuse vous pénétrer. Vibrez, aimez, pardonnez. Vivez cet instant présent de grâce et de plénitude. Lâchez vos résistances et toute cette tristesse en vous qui vous relie à l'être décédé. Ressentez sa présence près de vous, en vous, dans toutes vos cellules. Il est là et vous envoie beaucoup d'amour et de réconfort. Il vous aime et vous regarde. Séchez vos larmes et visualisez-le près de vous. Ressentez-le. Il ne vous a jamais abandonné, car à chaque larme versée, il vous caressait la main. L'amour inconditionnel n'a pas de frontières. Il est là. Monde visible et invisible ne font qu'un dans l'éternelle dimension du champ de tous les possibles. Ressentez, vibrez. Laissez de nouveau l'entrer en vous l'amour. Pardonnez, transcendez toutes vos parties obscures en libération. Il est temps de vous réaliser et de trouver votre mission de vie. Souriez, aimez et faites de cette symphonie des cœurs brisés une symphonie de la guérison la plus pure et la plus profonde. Guérissez vos âmes, guérissez vos esprits et vos corps. La source de l'amour inconditionnel vous aime. Namasté, Salem, Shalom, paix. Ah, c'est profond, hein. C'est vraiment... Voilà. J'ai fait cette symphonie des cœurs brisés au moment où j'ai perdu ma mère du Covid.
Et j'ai failli mourir moi aussi du Covid. Et en fait, comme je suis très connectée au réseau, j'ai vu que beaucoup de mes contacts ont perdu leur père, leur mère. Et pas que du Covid, hein, de cancer, d'autres maladies. Et en fait, je suis une amoureuse de l'amour inconditionnel. Quand je parle d'amour inconditionnel, c'est l'amour divin. Quand j'ai perdu ma mère, ce qui m'a permis de sourire alors que ma mère était décédée, et d'ailleurs les gens ne comprenaient pas, c'est mon amour, l'amour que j'ai pour le divin, la foi. Et c'est la foi qui nous sauve. Et on a, William, hein, vous qui êtes psychologue clinicienne, on a du mal parfois à lâcher prise. On sait hein, qu'on va tous mourir parce qu'on a peur de la mort et tout. Mais le fait de ne plus voir l'être aimé, de plus être touché, caressé par sa mère ou par son père ou par, voilà. Un enfant aussi, beaucoup d'enfants meurent actuellement, c'est difficile et parfois des morts tragiques. Surtout en ce moment, on voit tous ces enfants qui sont malheureusement assassinés. Et c'est vrai que le cœur, l'âme et l'esprit sont en souffrance. Et on a du mal à accepter, puisqu'il y a plusieurs étapes. Il y a la prise de conscience, l'acceptation, accepter que l'être aimé parte et le lâcher prise. Et quand on arrive à l'acceptation, c'est presque gagné en vérité parce que malheureusement, beaucoup de personnes qui sont en deuil n'arrivent pas à atteindre cette étape-là du deuil qui est l'acceptation. Elles vont être prises dans des marasmes de colère, de culpabilité, de honte. Elles vont souffrir pour elles-mêmes avant véritablement de souffrir l'absence de l'autre. Mais absolument, ce qui est le plus difficile, c'est de ne plus avoir la présence physique de la personne avec laquelle on était lié. Le lien d'attachement, quand il est aimant, quand il est sécurisant, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, mais quand ce lien d'attachement mère-enfant est sécurisant et aimant, c'est un des plus difficiles à couper, évidemment. Et ils ne seront jamais véritablement. Le deuil, c'est d'accepter de continuer à vivre sans la présence physique de l'autre, mais tout en continuant à faire vivre psychiquement, émotionnellement, la présence de l'autre. Et là, quand on arrive à ce stade-là, évidemment, c'est gagné. Faire le deuil, c'est jamais oublier la personne qu'on aime. Au contraire, c'est réussir à la faire vivre véritablement dans nos actions et dans notre quotidien. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'en fait, au moment où j'ai eu cette expérience de vie assez douloureuse, parce que imaginez, vous voyez votre mère en réanimation et vous-même, vous êtes presque sur le point de mourir, mais vous avez cette force, et cette force qui vous dit non, je ne lâcherai pas parce que je dois être là pour ma mère et tout. Et en fait, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment j'ai réussi, ne serait-ce que le lendemain de la mort de ma mère, à sourire, à booster les gens. Mais en réalité, c'est là où j'ai compris qu'au même moment où j'ai vu cette image-là, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important. Cette image est très importante. Au moment où ma mère est partie, j'étais près d'elle. Et en fait, Maktar Kamara aussi, il a perdu sa maman. C'est pour ça que justement, ça touche tout le monde. Hein. Et je sais qu'il était très très proche de sa mère aussi. Eh bien, vous savez, l'image que j'ai vue, au moment où ma mère est partie, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est extraordinaire. Lazare n'existe pas. Et là, je me suis dit, mais attends, il était le prophète, el Habib Allah, il a perdu sa mère, son père, ses enfants, son grand-père, son oncle, Khadija, alayhi salam. C'était l'amour de Dieu. Et c'est là où j'ai entendu le mot détachement. Détachement. En réalité, nous devons être dans l'amour inconditionnel tout en étant dans le détachement. Rien ne nous appartient et nous n'appartenons qu'au Seigneur. Et nous retournerons au Seigneur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je souris et je transmets cet amour-là. Et c'est ça notre force, c'est la foi. Je pense que c'est ça qui nous permet justement de transmettre, d'être là, de sourire et toujours vous dire... Vous avez dit un mot très important tout à l'heure, c'est la culpabilité. Parfois, on se dit, mais si j'avais su, j'aurais fait ça, ça. Non. Nous vivons, il y a justement un jour de notre naissance, mais il y a aussi un jour de notre mort. Et quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Comme dirait mon fils, c'est la feuille qui est tombée de l'arbre. Donc ne culpabilisez plus. Je vous souhaite vraiment d'apaiser vos cœurs. Et n'oubliez pas, ceux qui sont partis de l'autre côté,
seront toujours reliés à vous. Faites le bien par vos bonnes actions. Moi je dis toujours, faites des aumônes, faites des zakat. Creusez des puits en leur nom. Donnez, participez à des aides ou des manifestations humanitaires. Et c'est ce qui vous tiendra vraiment en vie. Je pense que c'est ça. C'est faire vivre la personne qui nous a quittés. Alors, après toutes ces émotions, on va passer avec un peu de calligraphie. Avec Mohamed Benchir. Donc, on a rencontré lors d'un événement France-Maroc à Saint-Denis. Il nous parle donc de la calligraphie arabe. La calligraphie arabe, elle s'est développée dès l'avènement de l'islam au 7e siècle. C'est tout un art qui correspond au fait d'apporter du soin à l'écriture, à travailler les formes, les mots. Tout ça dans cet instant présent. On regarde ensemble et on revient. Là, je suis sur le stand de calligraphie. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien, je vais bien, merci. Vous pouvez justement vous présenter, nous parler de la calligraphie. Alors moi je m'appelle Mohamed Benchek, je viens de la Normandie. Je suis enseignant de mathématiques dans le lycée et dans le supérieur. Et je viens aujourd'hui partager avec le public de Saint-Denis cette passion qui est la calligraphie. Et en même temps je leur présente cette culture marocaine à travers tout ce qui est artisanat du Maroc. Depuis quand vous vous êtes intéressé à la calligraphie? On va dire depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, mais depuis que j'étais au collège, j'avais une belle écriture. Mais je n'avais pas une formation académique dans la calligraphie. Je me suis intéressé. Je suis complètement autodidacte. Donc j'ai appris à trouver la bonne harmonie pour l'écriture des lettres et les représenter sous une forme agréable. Voilà, je mélange un peu l'abstrait avec l'écriture. Ouais. On peut dire que c'est de la calligraphie intuitive? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment eu de formation académique. C'est beaucoup de travail personnel. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui vous a inspiré? Il y a beaucoup de calligraphes ici à Paris. Un grand calligraphe irakien, il me semble, je pense que c'est Messoudi, et qui a un style très particulier. Ça m'a beaucoup plu et j'ai commencé par d'abord imiter ses œuvres. Et ensuite j'ai trouvé on va dire une technique personnelle. Alors là je vois, donc le premier là, c'est beaucoup de prénoms, c'est ça? Alors justement, je tiens à présenter cet atelier de calligraphie. Justement, sous forme d'atelier, les gens me voient faire. Donc les gens qui viennent découvrir la calligraphie, ils peuvent me demander de réaliser leur prénom. Vous pouvez réaliser mon prénom? Comme ça, justement, on va pouvoir voir ça en direct. Alors c'est magnifique, franchement c'est vraiment magnifique. En plus vous l'avez fait d'une telle manière avec tant d'élégance, de simplicité et d'intuition. On sent que vous vivez ce que vous faites. On voit que vous êtes un grand passionné. Je suis passionné effectivement. J'aime beaucoup l'art de présenter la lettre sous une forme très jolie.
presque elle chante la lettre. On sait très bien que les mots sont vibratoires et que la manière aussi de les écrire ont une importance. Bien sûr, tout à fait. On peut passer des messages justement. Il y a beaucoup d'œuvres que j'ai réalisées où il y a des messages de paix, des messages de tolérance, etc. Et quand on les écrit sous une forme jolie, on intéresse le public. Forcément. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver un site pour ceux qui sont intéressés par la calligraphie? Il y a des ateliers de calligraphie que vous faites ou c'est juste en fait cet art de calligraphie là que vous montrez aux gens? C'est vraiment une passion personnelle et je me rends disponible à chaque fois. On me sollicite pour des manifestations comme celle-ci. Je suis très pris par mon travail, je suis enseignant dans le supérieur et dans le lycée. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps d'organiser en plus des ateliers, mais peut-être dans l'avenir, quand je serai retraité. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors moi j'habite en Normandie, à Hérouville-Saint-Clair. Et donc je représente ici l'association Atlas, A-T-L-A-2-S. C'est une association culturelle qui a pour but justement d'aider les jeunes, de leur permettre la réussite dans leur parcours scolaire. Donc l'association Atlas, A-T-L-A-2-S. Donc sur internet, association Atlas. Tout à fait, oui. Eh bien merci pour votre participation à l'émission Tout en couleur sur RTV. Merci beaucoup. Et ça c'est offert. Un très beau cadeau. Ah oui, c'est beau, hein? Ah, justement, il est là, hein? Mon très beau cadeau, vous voyez, il est là. Et il y a aussi Habibati Jamila, voilà, elle est dans les coulisses. Ah oui, et Abdallah aussi. Bon, j'ai pas Abdallah, mais bon. Mais Habibati, c'est Jamila. Hein? Abdallah, c'est mon frère. Et je remercie vraiment très chaleureusement Jamila, Abdallah et toute l'équipe aussi, Rada et tous ceux qui sont derrière, parce que vous ne les voyez pas, mais c'est grâce à eux qu'on peut faire cette émission Tout en couleur et partager de la bonne humeur, des pleurs, de la joie, de la passion. Et c'est ce qui est sincère et c'est ce qui est vrai. Alors après cet instant justement culture, on va passer, il parlait de la jeunesse, on remercie aussi l'association Atlas, il parlait de la jeunesse, donc... Notre invité Maktar Camara, spécialiste des politiques publiques, responsable de médiation sociale au service des municipalités et président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Maktar Camara, vous aussi, ça vous parle, la jeunesse, hein? Vous savez, la jeunesse, c'est le baromètre de la société. Ah oui. Dites-moi, quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quelle société vous avez, au coup vous aurez. C'est vrai. Ça signifie quoi? Qu'une jeunesse bien éduquée, qu'une jeunesse bien formée assure quasiment l'avenir de la société. Du monde même. Hein? Du monde même. Je remercie madame pour ce qu'elle fait. Moi, il y a deux mots qui m'ont interpellé dans son intervention. Interculturalité et théâtre. Oui. L'interculturalité devrait être un module de formation partout. Qu'on le veuille ou pas, certains le rejettent, mais nous sommes dans une société multiculturelle. Quand du fait de la colonisation, de l'esclavage, cette histoire qui fait partie intégrante de notre République. Il y a des gens qui sont allés chercher, qu'ils le veuillent ou pas, ces gens sont dans l'Hexagone maintenant. Et comme disait Martin Luther King, lorsque cette situation se présente, soit on apprend à vivre ensemble comme des frères, ou tous mourir comme des idiots. Moi, je choisis de vivre avec tout le monde comme des frères. D'autant plus que dans notre République, nous avons liberté, égalité, fraternité. On parle de fraternité dans une famille. Moi, je parle de la famille France. Une famille divisée, une famille multicolore, mais une famille tout de même. Et dans une famille, s'il y a des jeunes qui dysfonctionnent, on doit les récupérer au sein de cette solidarité familiale. Justement, parlez-nous de votre association VRP. C'est important parce qu'elle a des objectifs. Et aussi, c'est vraiment tourné vers cette jeunesse, et surtout la jeunesse des banlieues. Exactement. Alors, VRP, c'est quoi? Traditionnellement, VRP, c'est voyageurs représentants placiers. C'est des commerçants. Mais en l'espèce, dans le cadre de notre association, VRP, c'est valeurs républicaines en partage pour le mieux vivre ensemble. Nous avons fait un simple constat. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Et VRP a une consonance à la fois associative et politique.
Pourquoi politique? Parce qu'il est né le 16 avril 2016. Le 21 avril plutôt 2016. Pourquoi 21 avril? Parce que le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen est arrivé au pouvoir. On a organisé des marches, on a essayé de se barrer la route aux extrémistes. Quasiment 20 ans plus tard, sa fille arrive au second tour. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose. Donc, voir ce qu'il faudrait faire en direction de cette jeunesse qui a une part intégrante en France pour l'associer au devenir de la République, c'est ce qui nous a motivés à créer cette association pour leur tendre la main pour qu'ils prennent une partie intégrante de leur pays. Parce que ce que cela signifie. Nous, quand on fait des associations, des conférences, les jeunes nous disent « je ne suis français que sur les papiers ». Ouais. Je dis donc vous resterez français sur les papiers. À vous de prendre ce qui vous revient de droit. On ne reconnaît pas français, personne ne vous reconnaîtra en tant que français parce que vous l'êtes de fait. Quand je suis chez moi, j'ai soif, j'ouvre le frigo et je bois, je n'attends pas qu'on me serve. Vous êtes en France, prenez ce qui vous revient de droit. Si vous voulez rester dans votre coin, eh bien vous allez pourrir parce que personne ne viendra vous chercher. Ça arrange même l'extrême droite que vous restez dans votre coin. Vous avez un rôle important à jouer dans cette société. Comme je dis, vous êtes l'avenir de cette société. Oui. Éduquez-vous, formez-vous, participez aux jeux électifs parce que vous ne serez pris en compte que lorsqu'on saura que vous représentez quelque chose électivement parlant. Moi, certains amis politiques me disent « mais pourquoi investir dans les banlieues, ils ne votent pas ?» On n'a pas besoin d'eux. Montrez que vous êtes un poids électoral, c'est là que vous serez écouté et respecté. Donc cette jeunesse, à travers l'éducation, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, parents, avons un rôle essentiel. Vous qui êtes dans l'enseignement, moi, j'opère une distinction entre l'éducation et l'instruction. L'école n'a pas vocation à éduquer mon enfant. L'école a vocation à l'instruire. C'est moi, parent, qui éduque, qui donne les outils à mon gamin pour qu'il puisse bien se comporter, pour intégrer l'école, justement. C'est pour ça, en tant que parents, nous avons un rôle à jouer qui est fondamental. Parce qu'en France, jusqu'en 1932, on parlait du ministère de l'Instruction. C'est parce qu'on a rebaptisé ministre de l'Éducation que certains parents ont voulu déléguer cette part éducation à l'école. Il faut qu'on se le réapproprie. Parce qu'un enfant d'immigré qui échoue, encore un enfant d'immigré qui a échoué. Alors que ces enfants sont des Français avant tout. Oui, mais il y a beaucoup d'étiquettes aussi. Mais énormément. Il y a énormément d'étiquettes. Déjà, rien que le fait de les mettre dans des cases, bon, toi, tu es un enfant d'immigré, toi, de toute façon, tu vis dans une banlieue, donc toi, tu vas finir mal. Et il y a cette image mauvaise de l'enfant qui deal, qui, voilà. À un moment donné, le jeune... Tu ne sais pas à quel point tu as raison. Mais oui, mais à un moment donné, le jeune, il est perdu. Ok, il est français sur les papiers, mais quelle est sa place dans cette société? Quand il s'agit, par exemple, de quand nos parents, ils payent les impôts, même nous, hein, nous payons les impôts, l'URSSAF et tout, quand on a des sociétés, à un moment donné, on accepte cet argent. Mais quand on, par exemple, on voit le cas de Benzema, on voit le cas de Benzema qui a eu un ballon en or. À l'époque, on disait « Ah, voilà, c'est un jeune et tout, et nanana », on le critiquait. Et maintenant qu'il a un ballon en or, maintenant, tout le monde se l'approprie. « Ah, c'est un Français ». Et quand on va dans les autres pays, « Ah, c'est un Algérien ». Et quand c'est l'autre, un pays, « Ah, un Arabe, musulman, machin, qui a eu… » Donc, à un moment donné, la valeur d'un être humain n'est pas sa nationalité. La valeur d'un être humain, c'est pas le fait d'être un enfant d'immigré. Et moi, je remercie nos parents parce qu'ils ont quitté le pays, parce que c'est les pays européens qui les ont appelés. Ça, c'est important aussi. Ils n'ont pas de reconnaissance, donc il est important de leur dire… De le rappeler. Voilà, de le rappeler. Reconnaissance. Ça fait écho, pardon, excusez-moi, je vous coupe, ça fait écho à une recherche qui a été faite en neuropsychologie, qui est très intéressante et je pense qu'elle va bien illustrer ce que vous êtes en train de dire. C'est une recherche qui a été faite sur deux enfants, donc c'est des jumeaux monozygotes, qui sont absolument des vrais jumeaux, donc forcément avec les mêmes capacités cognitives, en tout cas innées de base. Ces enfants ont été séparés à la naissance, parce qu'ils avaient été abandonnés, donc ils ont été séparés à la naissance. Un enfant a grandi dans un milieu social et économique défavorisé, en banlieue. Un autre a été éduqué dans une famille française aisée. Et on s'est rendu compte qu'avec exactement les mêmes capacités intellectuelles, je pense que vous savez l'issue, le chemin de ces deux enfants. L'un a très bien réussi professionnellement, dans les études déjà et professionnellement, l'autre non. Pourtant,
Ils avaient le même patrimoine génétique, ils étaient de la même origine, Exact. mais l'un était étiqueté enfant d'eux et l'autre était étiqueté enfant d'eux et n'a pas eu les mêmes chances et forcément les mêmes outils pour se développer intellectuellement et socialement parlant. Le milieu détermine l'individu. Absolument. L'environnement, le milieu, l'éducation. Quand on grandit dans chose. un milieu culturel, merci pour ces jeunes femmes, parce que c'est très important. Mais il n'y a pas de hasard. Je crois que c'est Victor Hugo qui nous dit que le grand artiste, c'est celui qui a du talent dans le hasard et du hasard dans le talent. Votre rencontre ne s'est pas faite par hasard pour que ces talents soient révélés. Exactement. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que deux individus, comme vous venez de le dire, qui ont grandi dans des milieux différents, qui ne sont pas assignés à résidence, comme le disent certains, n'auront pas le même parcours. Oui, c'est vrai. J'ai un exemple autour de moi, c'était le frère de mon épouse. Il est ingénieur, il finit sa formation, il envoie des tonnes de CV, il n'a jamais eu de réponse. Il habitait dans le 93, à Sevran. On habitait dans le 92, à Vanves. Ma femme, que lui fait, change ton adresse, mets ton adresse chez nous. Aujourd'hui, il travaille à Matignon. Eh ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à changer d'adresse. Si on ferme par la porte, passez par la fenêtre. Exactement. Il faut avoir des billes pour s'en sortir. Mais c'est dommage, Maktar Camara. C'est dommage de devoir feinter pour pouvoir être accepté. Ça s'appelle de la stratégie. Oui, bien sûr, c'est de la stratégie politique. Mais ce qui est important, c'est d'être soi et de se dire, voilà, à un moment donné, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est votre dû. Ça vous revient C'est ou votre pas? dû. Ça Tant que vous appartient. êtes droit, tant que voilà, vous Ça vous réussissez vos appartient. études, battez-vous. C'est pas parce qu'on vous dit que vous n'y arriverez pas que vous allez ne pas y arriver. Hein. Et au contraire, il y a plein d'anecdotes comme ça. Je suis un exemple. Mais oui. C'est tard jusqu'en 5e. Je pars du collège, je prenais dernier de ma classe. Quand je dis dernier, c'est pas moi dernier, c'est dernier. D'ailleurs, moi, j'étais très frustré parce que la personne avec qui je prenais dernier souvent avait déménagé, donc j'étais le seul dernier de la classe. On était ex aequo à un moment donné. Et on avait réussi à faire croire à ma mère que je n'avais aucune capacité intellectuelle. Ouais. On lui disait il faut l'amener à prendre un métier avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est pas fait pour l'école. J'ai fini avec 2 Bac plus 5. Parce qu'elle n'a jamais lâché. Parce qu'elle m'a fait comprendre que c'est eux qui le disent, moi je crois en toi. Exactement. Où est-ce que je vais en venir? Quand vous avez un âne, vous dites, oh mon beau lion, il sera un lion à la fin. Vous avez un lion, vous le traitez en âne, il sera un âne. Donnons cette confiance en soi à nos enfants. Ne laissons aucun instructeur, aucun enseignant le discriminer, le discréditer au point qu'il perd cette confiance. Lorsqu'on a perdu cette confiance, on rate sa vie. C'est aussi le regard que l'on a nous-mêmes sur nous-mêmes. Hein. Bien sûr. Je reviens juste par rapport au cours Florent. Je leur ai posé la question le jour où j'ai eu l'entretien final pour pouvoir intégrer l'école. Je leur ai dit comment se fait-il que je sois la première femme voilée? Ils m'ont dit vous êtes la première à candidater. Ah, osez frapper la porte. Parce que Oui, je voilà. suis juste Ça la s'appelle du première. culot. Il faut, voilà. Mais parce que les limites, elles sont dans notre tête. Exactement. Elles sont d'abord dans Oui, notre mais tête. parce que ce sont des limites, en fait, c'est Qui ont été conditionnées. qui ont été conditionnées, Exactement. parce que c'est de génération en génération, et ça devient de l'auto-sabotage. On s'auto-sabote nous-mêmes, parce qu'on ne se donne pas de l'importance, on ne se donne pas la chance d'y arriver. Et puis, ça me rappelle aussi une histoire personnelle, entre guillemets, vite fait. Le jour où j'ai passé mon bac la première fois, je l'ai raté et je me rappellerai toujours, et je ne sais pas s'il va me regarder, mais toujours de mon proviseur qui s'est mis à rire alors que je pleurais. Parce que j'étais issue de l'immigration. Il m'a regardé, il était mort de rire et il m'a dit, de toute façon, je savais très bien que vous n'allez pas avoir votre bac et vous allez finir, excusez-moi, j'ai rien contre les femmes de ménage, mais il m'a dit, vous serez femme de ménage. Je l'ai regardé, ok. Quelques années après, j'ai repassé mon bac en candidat libre, j'ai eu mon bac et j'ai fait mes études en pharmacie. J'ai eu aussi mes études en naturopathie, plus j'ai fait des études en neurosciences et en homéopathie à la fac de médecine et je les remercie parce que je dis c'est grâce à vous. À vous. Voilà. Et c'est ça le plus important. Inda, c'est pour ça que ce que vous faites est très important. Bien sûr. De présenter des gens de la diversité qui s'en sont sortis. Pourquoi je dis ça? Tu connais un peu mon parcours politique. À un moment, j'ai accompagné Mme Ramayad Oui. dans les tournées banlieues pour renouer du lien avec ses banlieues, etc. Parce que lorsqu'on est étiqueté à droite, comme c'était son cas, on pense qu'on se considère comme une blanche, on rejette les autres, etc. Donc, on part à Clamart. La dame qui nous invite était femme de ménage.
par hasard. Et on est arrivé, cette femme dit à Madame Ramayad, merci d'être venue. Parce que ma fille qui est en train de filmer, qui était en BTS, quand elle était petite, je lui dis, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grande? Elle m'a dit, je vais être femme de ménage comme maman. Maintenant qu'elle a vu une secrétaire d'État venir à Clamart, elle aura d'autres références que la femme de ménage. C'est ça. Il nous faut des références pour que nos jeunes aient confiance. Si c'est possible pour lui, si c'est possible pour elle, ce sera possible pour moi aussi. Mais il faut le montrer. Il faut le montrer. Il faut montrer. Donc, félicitations pour ce que vous faites aussi. C'est important, justement, c'est pour ça que c'est important de montrer les pépites dans tous ces quartiers et dire à ces jeunes de banlieue de croire en leurs rêves. Vous pouvez être le futur Zidane, vous pouvez être le futur président de la République, on le voit avec Obama, vous pouvez être tout ce que vous voulez. C'est juste des fausses croyances qu'on vous a mis, qu'on vous a transmis de génération en génération. Et je suis désolée, faut arrêter d'étiqueter, de dire ça c'est un enfant d'immigré, ça c'est ceci, c'est cela. Nous sommes tous des immigrés. Quand vous faites des tests d'ADN, je suis désolée, on a tous tel ADN, tel, on est à la fois européen, à la fois je sais pas quoi. C'est de souche à chercher. Hein. Mais, exactement. Maintenant, c'est voilà, tout le monde sait, c'est interculturel. En psychologie, on considère qu'on est immigré dès l'instant où on déménage d'une ville à l'autre. Donc potentiellement, on a tous déjà déménagé. Exactement. Et Maktar Camara, justement, avec votre association, on s'est connus, on a fait des conférences ensemble pour les jeunes, pour la jeunesse. Et donc, ce qui est important, c'est parler à ces jeunes, voilà. Donnez-nous quelques conseils en coaching pour eux. Alors ces jeunes, ce que je leur conseille, le premier conseil que je donne lorsqu'on ferme la porte, passez par la fenêtre, n'hésitez pas. Le second conseil, ne vous laissez pas décourager par qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on a loupé une filière qu'on est nul. C'était peut-être pas notre voie. Exactement. L'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester par terre. Lorsqu'on chute, on se relève. On cherche sa voie, on la trouve et on continue. Parce que il y a plusieurs barrières. Hein. Oui. La première barrière, c'est le fait d'être en banlieue déjà. Oui. On est étiqueté. Je parlais d'être assigné en résidence. La deuxième barrière, c'est les transports, qui sont très très chers pour les jeunes. Rares sont les jeunes. Moi, quand je bossais à l'époque à Serge, j'ai un jeune avec qui je travaillais. Et lorsqu'on passait dans un petit parc à Serge, je me disais, Monsieur Camara, c'est ici que je passais mes vacances d'été. Oui. Parce qu'on n'allait pas sur Paris. Et bien, la première fois que je suis allé au Louvre, j'avais 18 ans, je sortais avec ma petite blanche, c'est elle qui m'a mis dans sa voiture, qui m'a amené visiter le Louvre et les Champs-Élysées. Ce garçon a grandi à Paris. À 22 ans, il n'avait jamais vu les Champs-Élysées de sa vie, il n'avait jamais vu la Tour Eiffel. Oui. Donc le transport, plus la résidence. Parce que la résidence, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est fait exprès. Oui. La ghettoisation n'a pas été faite par hasard. Souvent, je dis, Inda connaît bien cette formule de moi, la ghettoisation est une arme d'exclusion massive. Oui. Lorsque vous êtes ghettoisé, vous êtes exclu. Ban du lieu. Eh bien oui, exactement, c'est le terme, ban du lieu. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'à travers certaines associations comme ce que vous faites, qu'on puisse casser ces cloisons, parce qu'on est cloisonné. Donc 3 leviers. Le premier levier, c'est les parents, c'est l'éducation. Le deuxième levier, c'est par rapport aux associations qui ont un rôle extraordinaire à jouer à travers les vacances citoyennes, déplacer, amener les jeunes qui découvrent le monde culturel, vous l'avez dit tout à l'heure. Normalement, la culture doit être la chose la plus démocratique, s'il fonctionne correctement. Primordial, la Primordial. Oui. Il y a des tarifs qui sont faits de sorte que tout le monde puisse accéder à cette culture, que ce soit dans les bibliothèques, dans les musées, etc. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas les tuyaux pour pouvoir y accéder. Ça serait des associatifs. Troisième, en faveur des intéressés eux-mêmes, à savoir les jeunes. Cette confiance en eux. Exactement. On a plusieurs cordes à notre arc. Si je pense que c'est le théâtre qui me va le mieux, ben je fonce et je crois en moi. Et personne ne me fera croire que je suis nul. L'exemple que tu viens de donner est formidable, l'exemple de Benzema. Oui. La France entière, à part quelques exceptions, lui est tombée dessus. On lui a craché comme pas possible. Aujourd'hui, on le porte comme un trophée. Parce qu'il lui a cru. Il n'a jamais lâché. On forme la porte de l'équipe de France. Je serai le meilleur au Real de Madrid. Je serai incontournable. Je me souviens quelqu'un comme Emmanuel Valls qui disait qu'il ne mérite pas de porter le maillot français. Ouais. Je veux le voir maintenant, ce Valls. Avec tout ce qu'il a fait depuis son retour. Le ballon d'or, ce n'est pas donné à tout le monde. Et pour parler des ballons d'or qu'il a obtenus en France pour l'instant, Platini, Zidane, ouais. Benzema, à part Jean-Pierre Papin, bien sûr, nous avons que des gens issus de l'immigration.
Les 6 ballons d'or, les 5 ballons d'or, à part Papin, ils sont tous issus de l'immigration. Exactement. Donc ça veut dire que l'immigration a un apport extraordinaire pour la France. L'équipe de France de football, sans les... Oui, on n'aurait jamais de exactement. ballon d'or. Moi, en 98, j'étais sur les Champs-Élysées. J'avais un maillot du Sénégal et un drapeau de la France. Et j'ai crié « Vive la France ». Voilà. Les deux. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Ça va très vite. Ça va très vite. Eh oui, ça va très vite. Sans Je vous laisse tous les deux, donc chacun votre tour, donner un message à ceux qui nous regardent. Vous qui, à travers vos associations, qui apportez du bonheur, qui vous remontez le moral aux gens, à la jeunesse, aux femmes, c'est merveilleux. Alors, Maktar, quelques mots et après... Alors moi, je suis un féministe assumé, avéré. On est deux. Du fait que j'ai été élevé par ma mère et j'ai eu 5 sœurs. Moi, je suis une féministe qui l'assume sans embâche. Et comme disait l'autre, tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de révolution. Moi, je plaide pour une présidence féminine de la France, peut-être demain la veille, mais en tout cas, je me bats pour ça. C'est pour ça que j'avais soutenu la candidature de Mme Mayad d'ailleurs. Donc, vous, femmes issues de l'immigration, parce que je m'adresse à elles avant tout, avant de généraliser, il faut qu'on rompe avec cette invisibilité de cette minorité visible. Soyez plus visible à travers vos actions, à travers votre comportement. Ne jouez pas la racaillerie, ce n'est pas porteur. Ouais. Vous ne serez pas respecté, vous ne serez pas pris en considération. Mettez-vous au meilleur des éducations que vos parents vous promulguez, vous les rendrez hommage. Quand je regarde Inda, quand elle parle de sa mère, j'ai vu que la même chose. Et pour glisser 2 mots dans ce terme, on avait un cher Sénégalais qui disait « la mort n'existe pas ». C'est le chemin qui permet à l'âme d'intégrer le monde spirituel. Et là, nos morts sont, ils nous regardent. Moi, je rêve souvent de ma mère, surtout quand j'ai des difficultés. Donc, nos morts sont avec nous. Ils prient pour nous. Merci beaucoup, Maktar. Un dernier mot. Moi, c'est plutôt un souhait. Je souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes également, mais je m'adresse plus évidemment aux femmes parce que je crois que je suis aussi une féministe assumée. Je souhaite à toutes les femmes de oser être elles, de oser vivre leur vie, de oser profiter de ce temps qui leur est offert. La vie est extrêmement courte. On ne se rend pas compte à quel point elle passe vite. Osez être vous pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas vous en vouloir de ne pas vous être réalisée. Soyez vous, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes magnifiques, vous êtes toutes riches, vous êtes toutes intelligentes. Acceptez d'être vous et libérez-vous de tout ce que vous avez pu entendre, de tout ce qu'on a pu vous dire qui est absolument faux. Vous êtes toutes magnifiques. Merci à tous les deux. Merci Merci Maktar Camara, merci Merci. William Maghrebi, merci pour tout ce que vous faites. Merci mesdames d'avoir assisté à l'émission. C'est du bonheur, vous êtes des roses comme on a dit. Et n'oublions pas, je pense tout le monde, faites un reset. Le passé, c'est le passé. L'avenir, n'y pensez pas. C'est ici et maintenant que ça commence dans Tout en couleur. À très bientôt. Au revoir.